Voilà, bonjour à tous, merci. Alors vous êtes très nombreux, on est ravis. Franchement, je crois que l'équipe a travaillé pour cette saison et vous nous récompensez déjà aujourd'hui. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Thomas, président de l'université, et puis ensuite à Monsieur Sauvadet. Voilà. Merci. Alors. Ah oui. Peut-être me mettre au pupitre, tout simplement. Alors, monsieur le ministre, monsieur le président, cher François Sauvadet, monsieur le vice-président du conseil départemental et président du Muséoparc Alésia, monsieur le directeur général du Muséoparc, monsieur le doyen de l'UFR STAPS, qui nous accueille aujourd'hui chez lui, dans ce centre d'entraînement de la performance, cher Hervé, madame la directrice d'Artéis, le laboratoire d'art, d'histoire, d'archéologie, d'histoire de l'Université de Bourgogne et CNRS, chère Sabine Lefebvre, monsieur l'administrateur de l'Université de Bourgogne, cher Lionel Cronier, je ne te vois plus, tu es là, triomphalement réélu avant-hier, n'est-ce pas? Bravo. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. Donc je suis particulièrement heureux d'être invité à l'Université de Bourgogne, c'est logique, mais n'empêche, là où c'est un peu moins habituel, de participer à l'organisation de ce lancement de la saison du Muséoparc d'Alésia, ici sur le campus de Dijon, de l'Université de Bourgogne. J'y vois pour ma part une illustration, une preuve de la réussite, de l'ouverture que nous avons souhaité depuis longtemps de notre établissement, bonjour, sur son environnement au sens large, auprès de ses partenaires institutionnels, à l'instar du conseil départemental de la Côte d'Or, évidemment, du Muséoparc. Alors bienvenue, monsieur le ministre, monsieur le président, bienvenue chers amis ici à l'Université de Bourgogne, premier établissement d'enseignement supérieur et de recherche de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui distingue, vous le savez sans doute, les universités des autres établissements d'enseignement, c'est quoi? C'est la recherche. Mais ce n'est pas seulement la recherche, c'est aussi le lien entre la recherche et la formation. Finalement, une université, on y cherche des choses, parfois on les trouve, parfois on ne les trouve pas, et déjà ne pas les trouver, c'est déjà faire avancer la connaissance, n'est-ce pas? Et ensuite on transmet. La recherche, c'est quelque chose que nous cultivons à l'Université de Bourgogne dans un esprit de pluridisciplinarité. Et c'est, je crois, véritablement ce qui fait le succès de l'université, et nous essayons de préserver toutes les disciplines, y compris l'archéologie. A priori, l'archéologie, c'est pas la mise au point d'un vaccin contre le Covid, enfin voilà, et donc c'est pas bankable, en tout cas au regard de certains critères. Et bien pourtant, c'est grâce à l'archéologie et grâce à Artéis qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes tous ensemble pour lancer cette série. Et ça, j'y vois un signe tout à fait favorable à cette pluridisciplinaire que nous cultivons. C'est un élément, cette pluridisciplinarité, qui nous permet de rayonner ici, en Côte d'Or, bien entendu, en Bourgogne-Franche-Comté, mais bien au-delà, au plan national, européen et international, grâce à l'ensemble des enseignants-chercheurs, des chercheurs au sein de nos laboratoires. Et d'ailleurs, au-delà de la seule histoire et de l'archéologie, il faut savoir que l'université de Stanford, qui recense les chercheurs les plus cités au monde, en classe 68 de l'université de Bourgogne, parmi les 2000 chercheurs les plus cités dans le monde. Voilà, donc depuis notre petite Bourgogne, eh bien, on a les succès qu'on peut, mais il ne faut pas bouder non plus notre plaisir. Nous sommes aussi le seul établissement d'enseignement supérieur et de recherche de Bourgogne-Franche-Comté à figurer dans le prestigieux classement de Shanghai qui classe les 5%, enfin, des meilleures universités du monde. Nous sommes dedans. Sur 17 000 établissements dans le monde, c'est pas mal, c'est aussi une bonne performance. Cette performance n'est pas celle du président que je suis, très modestement, je vais vous le dire, c'est celle d'une communauté qui est capable de se fédérer, de faire de la recherche originale et de briller aussi bien dans l'agroécologie, la nutrition, le sport, parce que nous sommes classés aussi dans le domaine du sport, que les maths ou encore la médecine clinique, par exemple. Donc, je le répète, je profite d'avoir le micro ici devant les autorités et des collègues et les représentants de différentes tranches
département ou en tout cas secteur professionnel, parce qu'il est important de le savoir. Alors j'en viens au Muséoparc Alésia, musée départemental, contribuant au rayonnement de l'ensemble de notre région. Il compte, je crois, parmi les éléments majeurs, les structures majeures qui permettent un rayonnement de notre territoire et sur le plan patrimonial, culturel, historique. Je crois que le Muséoparc, c'est de la médiation scientifique, c'est une sorte de récréation pour les familles également, mais par la culture, par la connaissance, et j'y vois pour moi une manière aussi de participer à la diffusion de cette connaissance. Alors, du fait du cœur de ces travaux de recherche, le laboratoire Artéis, dont j'ai parlé à l'instant, entretient évidemment des liens privilégiés avec votre musée. Nos chercheurs, historiens, archéologues, anthropologues, travaillent main dans la main avec vos équipes pour enrichir la compréhension de l'histoire de notre région, et leurs découvertes, leurs études, leurs publications contribuent à éclairer les visiteurs sur les événements qui ont marqué ce site absolument exceptionnel et unique. Je profite aussi de cette occasion, Monsieur le Président, pour mettre en avant un autre sujet majeur pour cette année, c'est le sport. Le sport qui est mis à l'honneur, évidemment, à deux reprises. Je crois que ça a un lien aussi avec notre présence ici, n'est-ce pas? D'abord, le Tour de France, qui va passer dans notre belle région, et pendant 3 journées en Côte d'Or. Donc là, j'imagine que vous y êtes pour quelque chose, et bravo. Bien entendu, aussi les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques qui représentent une opportunité unique de célébrer l'excellence sportive, accessible à tous, sur nos campus, dans nos villes, sur nos territoires, mais aussi pour promouvoir la culture, l'histoire, les valeurs que cet événement international, les JO, doivent incarner. Alors, en tant que représentant d'université, je suis fier, avec ma communauté, de soutenir cet événement mondial et de contribuer très modestement à sa réussite. Et le passage de la flamme olympique sera un moment tout à fait symbolique et émouvant à ce titre. Voilà, je ne serai pas plus long. Je souhaite une très très belle saison au Muséoparc Alésia, et puis je tiens à vous adresser tous mes remerciements d'avoir pensé finalement à associer étroitement l'Université de Bourgogne en ce lieu assez incroyable et assez impressionnant, où s'entraînent beaucoup de sportifs du territoire et où se forment aussi nos jeunes gens. Enfin, là, on a vraiment la rencontre des deux mondes, nos futurs professionnels du sport, voilà, dans cette très belle salle qui nous accueille. Merci infiniment. Bravo. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai qu'on tenait absolument à faire ce lien entre sport et culture, et c'est symbolique. Ce lieu était tout trouvé. On a trouvé en Lyonnais, je remercie Hervé, leurs équipes, voilà, une attention très particulière. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps en définitive. Je vais vous raconter un peu les coulisses, et on a rencontré des gens extrêmement motivés, et puis outre le sport, ils pilotent aussi des formations en culture, en événementiel. Donc on s'est trouvé un terrain d'entente, je crois, pour plusieurs années, et ça, c'est tant mieux. Merci. Bien. Monsieur Souvalet, Monsieur le Président. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général d'Alésia. D'abord, merci, Monsieur le Président, de vos mots d'accueil. C'est vrai que nous avons des liens naturellement historiques fort puissants, puisque, vous savez, c'est pas simplement le rayonnement de la Bourgogne qu'on célèbre avec ce site d'Alésia, c'est aussi la naissance d'une civilisation gallo-romaine, née d'une confrontation à un siège. Et donc ça a été toujours une situation paradoxale de la relation que nous avions entre les historiens, les archéologues par rapport à cette histoire, en disant mais comment est-ce qu'on célèbre une défaite? Enfin, c'était pas une défaite, c'était l'avènement d'une nouvelle civilisation. Et je crois que dans la recherche, dans cette histoire, dans l'archéologie, j'ai toujours cette querelle entre les historiens et les archéologues. Moi, enfin, écoutez, vous me dites que non, je l'espère, mais en tout cas, il y en a qui se réfèrent à la lecture stricte de l'histoire, avec sa narration. Il y a ceux qui vont chercher tout simplement les preuves matérielles, en tout cas pour reconstituer cette formidable histoire. Et je trouve qu'il y a une formidable actualité finalement à aller rechercher aussi dans notre passé des lectures pour expliquer, comprendre
tout simplement le temps présent, prendre ce temps un peu long dans ce monde tumultueux, dans ce monde de confrontation, prendre un peu le temps du recul pour relire les perspectives, les fondamentaux, ce qui redonne, comme vous l'avez dit, vous employez vous-même, monsieur le président de l'université, le mot valeur, ce qui donne aussi du sens à ce qu'on fait. Alors, monsieur le doyen, merci de nous accueillir ici, parce qu'évidemment, quand on parle de recherche, de culture, de connaissances, évidemment, il faut aussi un corps qui se sente bien, hein, pour qu'un esprit aussi puisse penser librement et de manière décontractée. Donc je ne sais pas si les journalistes vous êtes invités après, vous avez vu les instruments qui sont là, donc préparez-vous. En tout cas, moi je suis très heureux d'être là, et si je suis là, je salue Marc Fro qui préside le conseil d'administration d'Alésia, son directeur général, toute l'équipe. Moi j'ai tenu à être là parce qu'on va vivre une année, comme vous l'avez dit monsieur le président, tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle d'abord parce que nous allons avoir des grands rendez-vous à portée mondiale, notamment les Jeux Olympiques, et puis on va voir ce Tour de France qui lui aussi a une portée dans de nombreux pays, qui a un rayonnement extraordinaire. Et c'est vrai, vous l'avez dit, que nous avons avec l'organisation du Tour de France des liens singuliers départements de France. Parce qu'évidemment, le Tour de France emprunte des routes départementales. Et pour l'essentiel, enfin, on ne voit pas le tour sur l'autoroute. Donc évidemment, on a des relations singulières, et j'ai souhaité cette année, particulièrement parce qu'elle est olympique, qu'on puisse accueillir ce Tour de France dans des lieux aussi auxquels nous sommes profondément attachés, qui ont forgé notre histoire depuis très longtemps, notamment les climats, avec leur singularité, reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO. On aura donc un contre-la-montre entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, qui est un passage dans les Hautes-Côtes. Aussi un lieu auquel je suis profondément attaché naturellement, Dijon, avec l'arrivée à Dijon, ce n'est pas que symbolique aussi, parce que ça marque aussi que voilà, Dijon est engagé dans ce processus d'accueil. Et puis nous avons aussi ce mur en Auxois. Et ce mur en Auxois, c'est une formidable là aussi histoire d'une famille, la famille Devecchi, qui sont des grandes familles de sportifs cyclistes, et qui participent beaucoup à l'animation. On a reçu des championnats de France cyclistes, on a reçu des entraînements, des personnes qui ont dû s'entraîner pour les Jeux Olympiques, notamment les plus jeunes d'entre eux. Donc on a là une formidable histoire de la relation au vélo. En plus, nous sommes nous-mêmes engagés dans les véloroutes le long du canal, vous devez les fréquenter. En tout cas, je vous invite, si vous ne l'avez fait, à le faire. Donc ça va être une année exceptionnelle. Une année exceptionnelle, et notamment aussi, nous avons souhaité que le passage de la flamme, évidemment, chez ces Jeux Olympiques, on entend beaucoup parler, est-ce qu'on sera au rendez-vous, pas au rendez-vous? En tout cas, nous devons être au rendez-vous, parce que c'est un rendez-vous avec une formidable histoire. Ça fait 100 ans que nous n'avons pas accueilli les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc effectivement, on se doit, la France tout entière, de réussir cet accueil. Tony Estanguet, c'est la même démarche que pour finalement la relation populaire du Tour de France, a souhaité que ce ne soit pas simplement les Jeux de Paris 2024. Et il a souhaité travailler avec l'ensemble des départements de France pour que cette flamme, qui est un symbole extrêmement fort, pas simplement des valeurs de l'olympisme, mais c'est une flamme aussi qui montre que nous sommes tous portés par ce même élan du dépassement de soi, du travail en équipe, du collectif, parce que même si on est dans des sports individuels, on sait très bien qu'on a derrière nous une équipe qui vous soutient, qui vous accompagne, qui vous encourage et qui vous porte. Donc cette rencontre-là, cette flamme, elle va avoir une portée symbolique. Elle va passer dans pratiquement 70 départements français. Nous l'avons souhaité avec le comité et Tony Estanguet. Elle ira aussi dans l'ultramarin, ça j'étais beaucoup, lui aussi, et je crois le gouvernement aussi. Donc elle franchira les mers, elle va même voguer. Ce sera une première, un défi technologique de faire voguer la flamme. Bon, chacun sait que les océans réservent quelques surprises, hein, on n'est pas à l'abri. Mais en tout cas, tout ça fait que ça va être un moment exceptionnel aussi pour nous. Et donc, évidemment, c'est un clin d'œil aussi à l'histoire des Jeux Olympiques, à cette formidable histoire. Et donc, Alésia, qui incarne un temps fort de constitution de l'idée de nation, finalement, d'une nouvelle civilisation, enfin, qui a une portée symbolique dans le mémoriel, enfin, notamment depuis Napoléon III. Eh bien, on a autour de cette idée, on s'est dit, il y a une rencontre évidente entre les Jeux Olympiques et Alésia. La flamme donc passera par Alésia. Et moi, je remercie toute l'équipe, je remercie Marc Fro, qui préside avec beaucoup d'autorité ce conseil d'administration, enfin bienveillante, hein,
et toutes les équipes, parce que on s'est dit, voilà, on va réveiller ce souvenir, finalement, que nous sommes les héritiers d'une longue histoire des Jeux Olympiques, qui dès l'origine étaient des jeux festifs, des jeux de confrontation, mais aussi des jeux populaires. Et c'est cet esprit qu'il faut qu'on conserve. Les valeurs de l'olympisme, je l'ai dit, je ne reviens pas, monsieur le doyen, vous les exprimeriez sans doute mieux que moi, mais en tout cas, il y a une portée là tout à fait symbolique. Et Alésia sera, pour le passage de la flamme, le rendez-vous, évidemment, de ce passage. Donc il y aura des expositions, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on va réinventer les jeux dans les jeux, donc tous ceux qui veulent y participer sont les bienvenus, ce sera très, très ludique, il y aura une exposition, il y aura des grands temps forts sur lesquels reviendra Laurent, mais ça va être une belle année pour la Côte d'Or. Puis une bonne année aussi, je l'espère, de rassemblement au-delà des difficultés que nous traversons dans le pays, je n'y reviens pas, chacun les vit, donc je n'ai pas besoin de les évoquer. Mais en même temps, se dire qu'autour des grandes valeurs du collectif, du dépassement de soi, je n'y reviens pas, je l'ai déjà dit, et puis autour de ce qui nous rassemble, de l'idée de nation, il y a là aussi un message qu'on doit porter. On va aussi beaucoup y impliquer les jeunes. J'ai souhaité que le conseil départemental des jeunes, aussi que nous avons constitué, mette les collégiens en mouvement. On a aussi souhaité que ce ne soit pas simplement à Alésia ou Dijon, mais que dans un certain nombre de sites, on a des rendez-vous avec le comité départemental olympique et sportif. Je remercie aussi toutes nos associations, parce qu'elles se mettent en mouvement, elles font un travail irremplaçable auprès de nos jeunes pour les accompagner, pour soutenir les familles, pour faire en sorte que nos jeunes puissent être accompagnés aussi dans cette démarche vers l'effort, tout simplement, osons le mot. Donc je trouve que c'est une belle rencontre aujourd'hui. Le président de l'université, je ne peux pas encore le féliciter pour sa réélection. Beaucoup trop tôt. Mais enfin, je le ferai rapidement auprès de la même personne. Donc vous voyez, le suspense est terrible. En tout cas, vraiment, moi je vous dis, j'ai apprécié vraiment les relations que nous avons, même si nous n'avons pas une compétence stricte sur l'université ou dans la relation à l'université, mais pour tous les domaines dont nous avons des compétences, nous avons besoin de cette université. Que ce soit dans le droit, dans le domaine constitutionnel, que ce soit dans le domaine des analyses, que ce soit dans le domaine de la recherche, que ce soit dans le domaine, mais pourquoi pas aussi dans tout ce qui constitue le corps d'archives dont nous sommes les détenteurs. Et moi je crois beaucoup à la force de l'histoire pour éclairer le temps présent. Je crois qu'il y a deux matières qu'il faut vraiment bien maîtriser. D'abord le français, même la capacité à l'expression, c'est le moins qu'on puisse faire. Et la deuxième chose, c'est relire le temps passé pour en tirer les leçons du temps présent et surtout les leçons du futur. Et je crois qu'aujourd'hui, lancer la saison Alésia, ici même, ici même, dans un lieu qui est vraiment un lieu d'excellence sportive, c'est-à-dire, voilà, et en même temps, aux côtés de l'université, je trouve que c'est une symbolique extrêmement forte. Voilà, c'est ce qu'on aime, voilà, se projeter, réfléchir, sortir du temps trop rapide, puis en même temps agir, parce que c'est aussi une exigence première quand on est dans l'action publique. Voilà, c'est un formidable cocktail, base de jus de fruits, et surtout 100% Côte d'Or. C'est possible. En tout cas, voilà. Moi, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, vraiment, et merci encore à tous. Vous savez, quand on est dans la culture de l'excellence dans un lieu comme ici, il faut savoir qu'avant de déceler l'excellence, il faut d'abord permettre la découverte des talents qu'on a en soi. Et ça, j'ai fait une ligne directrice, c'est pour ça que notre politique départementale, c'est 100%. 100%, ça veut dire 100% des personnes, pas d'exclusion, et au contraire de l'inclusion, et le sport en est un des facteurs. 100%, c'est qu'il n'y a pas de territoire oublié. 100%, c'est que chacun doit être accompagné pour aller développer, rechercher en lui son talent. Que ce soit un talent pour courir le 100 mètres en 2 heures, ou que ce soit le 100 mètres comme un champion olympique. Voilà, c'est tout. Simplement se révéler à soi-même son talent. Je parlais pour Marc Fro, au début de son retard. Donc, je veux dire, voilà, permettre à chacun de trouver les voies de son épanouissement, ce sera ça aussi l'esprit des Jeux Olympiques. Et c'est sur cette dernière phrase que je vais dire, voilà, je souhaite que chacun retrouve la flamme pour simplement rechercher en soi-même les conditions de l'espérance. Merci à tous.
présentation toute trouvée, Monsieur le Président. Donc Marc Fro, président du conseil d'administration de la SPL Musée au Parc Calais. Cher François, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Université, bon, alors je suis franchement heureux de faire notre lancement de campagne chez vous. Notre lancement ici, c'est un symbole. Être un sportif bien dans son corps, l'excellence sportive, c'est ce qui m'a fait rêver. J'aurais aimé être un excellent sportif, voilà, mais j'aurais dû passer quelques années chez vous pour essayer de m'améliorer. Alors, pour expliquer mon retard, qui est un petit retard, c'est parce que, monsieur le Président de l'Université, vous avez un campus beaucoup trop grand. Je me suis perdu lamentablement. J'ai même fait un tour au Crêpes, comme quoi, au niveau géographique, j'ai encore des progrès à faire. Je suis absolument désolé. Et c'est vrai que le 100% Côte d'Or, ici, on est dans un campus qui est 100% champion, donc c'est ce qui m'a toujours fait rêver. Donc pour revenir au Musée au Parc, on a fait ces dernières années un travail de fond, ces derniers mois, ces derniers temps, pour rentrer pleinement dans 2024, mais vous l'avez dit, c'est une année exceptionnelle, et on travaille en ce moment à mettre en œuvre un nouveau projet d'établissement pour essayer de mieux se structurer et structurer des chantiers pour plusieurs années afin que la démarche, je voudrais, et avec l'équipe on fait ce travail, que la démarche scientifique et aussi renforcer notre attractivité territoriale soit de plus en plus forte. Et je pense qu'on passe de le réussir. Ces chantiers doivent nous permettre de poser une feuille de route sur plusieurs années et notamment de poser des plans d'investissement pluriannuels. Il faut qu'on essaie de séquencer, de cadrer ça un peu mieux, d'y associer des acteurs différents, des nouveaux partenaires et aussi travailler, renforcer le service avec le ministère de la Culture aux côtés du conseil départemental. De porter un nouveau département au sein de la SPL, Musée au Parc, qui va se concrétiser dans les prochains mois par la délégation de la SPL de la compétence scientifique, un nouveau département des collections et de la recherche archéologique, pilotera d'ici 2025 le rayonnement scientifique de la collection d'Alésia et la restauration de la valorisation scientifique des vestiges de la ville gallo-romaine. On se veut aussi d'être exemplaire dans nos actions et notre capacité de nourrir la réflexion par la médiation et de nouvelles formes de visite et de tourisme durable, on insiste un petit peu sur ça. Après, cette année, nous confortons des projets sur le temps long, la proximité, l'hospitalité, et surtout, on va essayer de sortir un peu de nos murs, qui sont magnifiques, au Musée au Parc, mais on va essayer d'aller voir un peu ailleurs. C'est le cas du projet des galeries portées par les collégiens du département, des projets participatifs. On a 6 collèges qui sont vraiment bien investis et avec, tu l'as dit François, avec l'implication du conseil départemental des jeunes. Point très positif aussi pour nous, c'est la collaboration avec le monde associatif et les habitants du territoire de Côte d'Or. Là, on a vraiment gagné ce pari-là. Du monde sportif qu'on essaie de développer, du monde de la danse, de la musique, et même, alors c'est peut-être pour moi, le tango pour les aînés. Ça marche du feu de Dieu, voilà, c'est un petit truc, mais ça marche plutôt bien. Voilà, le tango c'est pas pour moi, les aînés c'est plutôt pour moi. Bon, et aussi une chose un peu importante, on a cette année, on va passer à la labellisation, c'est quelque chose, Monsieur le Président, qui nous tient assez à cœur, du restaurant Le Carnix, 100% Côte d'Or pour le mois qui vient.
bien dès qu'on rouvre. Et je suis content au Muséoparc d'accueillir la session pour labelliser les 100% Côte d'Or. Ce sera au Muséoparc, j'en suis plutôt content. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis plutôt, j'en suis carrément content. Moi, je veux aujourd'hui en profiter pour cette session de lancement, réaffirmer le soutien du département qu'on a sans faille et de toi, Monsieur le Président, et l'ensemble de tes services avec qui on travaille vraiment bien. Je voudrais aussi, et je finis par là des remerciements, je voudrais remercier l'ensemble des équipes du Muséoparc pour le travail réalisé, une équipe soudée qui travaille vraiment bien. Et vous redire aussi qu'on dédie un peu cette saison au malheur qui est arrivé à notre collègue, qui était un type vraiment bien, tout bien d'ailleurs, Sébastien Pitoiset, un accident à la con, mais il a perdu la vie et je trouve ça dommage. C'était un mec en devenir qui nous apportait beaucoup, donc voilà. On va pas finir, mais je suis content d'être ici et je vous le redis, Monsieur le Président de l'Université. Et puis là, maintenant, on va passer aux choses, vraiment là, le lancement de la saison avec toutes les multiples dates qu'il y a. C'est pour ça que là, je fais plus confiance pour être plus directif à mon directeur et plus précis. Voilà. Merci à vous. Merci. Voilà, merci beaucoup Marc. Donc Mathilde va rester à côté de moi. Juste renouveler, je pense que, alors je ne sais plus où vous voulez, mais m'associer à Thomas Pascal qui est directeur général délégué, voilà, qui forme un binôme, et je pense qu'on s'associe évidemment au remerciement du président Fro pour remercier l'ensemble des services du conseil départemental, notamment la direction générale des services, le cabinet, voilà, c'est quand même important de le dire parce qu'on les a à nos côtés tous les jours et c'est un soutien en ces temps, vous l'avez compris, de progression du projet, on met en place énormément de choses et donc ça c'est extrêmement intéressant et important pour nous. La conférence de presse va se situer en 2 temps maintenant, un petit temps avec Mathilde sur les détails de la programmation. Ensuite, on aura une table ronde avec Hervé Assadi, on accueillera quelques sportifs et puis on vous invitera à aller voir un spectacle des acrobatistes dans un lieu qui est juste à une dizaine de mètres d'ici, puisque la particularité aussi de l'université, c'est d'avoir une compagnie de cirque et d'acrobates, Monsieur le Président, donc formidable, on en profite. Elle sera également programmée au Muséoparc Alésia cette année. Et puis vous reviendrez avec plaisir pour un temps de convivialité préparé par le chef Benoît Bécard du restaurant Le Carnix qui va bientôt, vous l'avez compris, être labellisé 100% Côte d'Or. Le Muséoparc, donc vous l'avez encore, va prendre une part active dans cette année olympique. Alors on fait un petit pas de côté du côté de la Grèce, on reviendra, vous inquiétez pas, du côté aussi des divinités des collections d'Alésia en 2025 et puis vous dire, alors premier point, vous aurez remarqué nos t-shirts, une identité visuelle, la flamme, voilà, et je voulais tout particulièrement remercier l'agence Temps Réel, Florence Menu, Fabrice Roy qui est parmi nous aujourd'hui et ses équipes, nous avoir accompagnés sur cette définition de marque. Vous avez vu les kakémonos, le visuel de la saison. Merci Fabrice, merci Florence. Voilà, un gros travail et puis merci aussi pour leur patience et leur créativité, leur rapidité parce que tout ça s'est fait extrêmement rapidement. Voilà, Mathilde, à toi de jouer. Eh bien, on y va, on avance, on va faire l'année olympique à Alésia. Ça ne nous a pas échappé que les Jeux olympiques vont être accueillis à Paris en 2024. Le Muséoparc ne pouvait pas passer à côté de cet événement.
Et donc nous allons nous aussi nous lancer dans la course avec une grande exposition qui a pour ambition de vous raconter ce qu'étaient les Jeux Olympiques dans l'Antiquité, ces Jeux qui étaient placés sous les auspices des dieux. Donc on va vous raconter les différentes épreuves, la vie d'un sportif, et puis on va aussi vous raconter comment Pierre de Coubertin a réinventé les Jeux à la fin du 19e siècle. Cette exposition, elle est un peu particulière, c'est pas seulement, et ce n'est pas uniquement une exposition d'objets, on a voulu qu'elle soit une exposition plutôt d'atmosphère, on a voulu vous raconter une histoire, qu'elle soit immersive, didactique et familiale. On a voulu créer un environnement qui lie le passé et le présent. Et on a eu la chance extraordinaire de sélectionner une magnifique équipe pour réaliser cette exposition. C'est l'équipe de Frix Architectes, une équipe parisienne qui va réaliser la scénographie, et Equator qui va réaliser le graphisme. Je vais demander à Cyril Gauthier de nous rejoindre, pardon, vas-y. Je te laisse. Qui est un des scénographes de l'exposition et qui va nous raconter comment il va nous proposer une expérience artistique et immersive qui transcende les frontières temporelles. Voilà. Et juste avant, donc pour vous donner quelques images de cette exposition avant que Cyril vous dise un mot, on va vous présenter le film de la saison, comme ça vous aurez une petite illustration. Bonjour, du coup Cyril Gauthier de l'agence Frix. On est architecte, je dis on parce qu'on est plusieurs, hein. Là il n'y a que moi, mais on est plusieurs. On est une agence d'architecture et de scénographie. Donc on construit des musées et on fait aussi des expositions dans les musées. Donc là on est très, très fiers et très contents de réaliser cette scénographie au musée Alésia, Musée au Parc. C'est une scénographie particulière parce qu'elle ne sera pas que dans le musée mais également dans l'univers du Musée au Parc. Et on vous propose d'être immergé dès l'arrivée au musée avec un parc. On peut tout dire ou on joue que Allez, des surprises sur dis tout, dis tout. Il faudra venir en slip. Non, on vous propose dès l'arrivée sur site de vous immerger dans l'esprit des Jeux Olympiques. Et donc on va vous proposer une piste d'athlétisme qui vous amènera gentiment ou en courant dans le hall d'accueil. Cette piste d'athlétisme sera également dans le hall d'accueil et essaiera de jouer avec l'architecture du lieu, parce que c'est un bâtiment particulier, donc on a voulu aussi dialoguer avec ce bâtiment, qui est fait par un grand architecte, M. Choumi. Et après cette immersion dans le musée, on vous proposera de visualiser cette exposition sous plusieurs angles. En tout cas, on voulait avoir un geste fort et vous immerger tout de suite dans la thématique, sachant que vous l'avez compris, donc c'est la thématique des Jeux Olympiques antiques en lien avec les Jeux Olympiques de cette année, bien sûr. Et donc on a voulu jouer sur ce contraste et aussi donner une expérience aux visiteurs. Donc on vous proposera de vous immerger totalement dans un gradin, dans des arènes en fait. Mais comme vous le verrez, le propos sera inversé. C'est-à-dire que le spectateur sera dans l'arène et tous les objets seront sur ce gradin, parce qu'on va se servir de ce dispositif comme monstration, et donc les marches et contre-marches permettront de montrer tous les objets, d'en mettre certains à distance qui seront plus précieux,
On travaille aussi avec Headquarter, donc les graphistes, pour vous proposer toute une scénographie très, très péchue pour également dialoguer entre le contemporain et l'antique. Et donc voilà, vous serez immergé dans une arène, donc ça sera pas ce genre de gradin, mais je vous laisse découvrir dans 1 mois et quelques jours, hein, donc c'est bientôt. Il y aura bien sûr des vidéos, il y aura aussi des statues à échelle 1 qui seront mises en valeur dans cet espace. Donc chacun pourra comparer ses abdominaux par rapport aux abdominaux du canon grec. Voilà. Je vous invite à faire une démonstration ici si ça tente quelqu'un. Merci Cyril. Donc vous l'avez compris, en fait, l'idée d'aller chercher aussi un groupe avec des architectes, des designers et des graphistes nous a permis aussi de faire le lien entre l'Antiquité et le côté très contemporain. Alors il a évoqué la piste d'athlétisme, il y aura d'autres surprises de tracés au sol dans le bâtiment, d'autres surprises sur la composition sonore qui sera très immersive. On ira jusqu'à rencontrer des sportifs de l'époque. Voilà, il y a quelque chose de très particulier dans l'atmosphère de cette exposition. Donc, qui se fait en partenariat avec le Musée Olympique de Lausanne, la réunion des musées métropolitains Rouen, Normandie. Donc on a aussi quelques partenariats sur cette exposition, le soutien de la DRAC, le label, encore une fois, Olympiade culturelle, parce que vous savez que dans le cadre de cette année olympique, il y a un label qui a été donné pour les structures qui font le lien entre sport et culture. Donc là, on a obtenu le label. Il y a beaucoup d'événements que vous allez voir qui a été labellisé. On a parlé du laboratoire et puis on voulait remercier tout particulièrement nos collègues de la conservation départementale, Patricia qui est là pour nous accompagner dans l'aspect logistique, choix des œuvres, transport, conservation, manipulation. Tout ça se fait avec, dans les règles de l'art avec beaucoup de professionnalisme, donc merci à vous. Je rajoute juste un petit remerciement à Ariana Esposito, qui fait elle aussi partie de l'UMR Arteis et qui s'occupe en ce moment de la relecture des textes. Autre projet, donc Cyril vous a dit, pas simplement dans le lieu d'exposition temporaire sur l'ensemble du bâtiment. Donc vous avez sans doute, pour ceux qui étaient sur les gradins avant, entendu un peu de son sur les sons des sports. Donc une forêt olymphonique. Donc on a la particularité donc, qui a été de faire une commande à un créateur sonore, donc Stéphane Marin, qui est reconnu aussi pour ses environnements sonores dans l'espace public. Et Stéphane, il a imaginé une création sonore spécialisée. Alors, les spécialistes se reconnaîtront en hexaphonie, donc c'est des systèmes avec 6 modes de diffusion sur 60 mètres. Donc, on va se balader sous les bouleaux, sur la terrasse, en famille, et on va découvrir à la fois les sons des sports, des ballons, des encouragements. Il y aura plein de sons très particuliers. Il a passé pratiquement 4 mois à glaner des sons dans les lieux sportifs et auprès des coachs. Et donc il va nous offrir sur la terrasse cette installation qui a aussi obtenu le label Olympiade culturelle. Donc rappelez, parce que Christine m'en voudrait sinon, que pour la presse il y a bien évidemment, et pour l'exposition et pour l'installation, une visite le 21 mars avant l'ouverture au public. Voilà, et Mathilde, passage de la flamme. Passage de la flamme, donc un des grands moments de l'année, ça sera le passage de la flamme olympique à Alésia, à 12h48 précisément, soyez bien là. On se mobilise, on a tous des baskets aujourd'hui parce qu'on a déjà commencé à s'entraîner. Nous allons solliciter des reconstituteurs gaulois, romains, grecs qui seront présents pour le week-end des Bello Gallico et qui vont venir accueillir la flamme sur le site d'Alésia. Il y aura aussi un temps chorégraphique avec le spectacle Sol Invictus d'Hervé Koubi qui sera présenté au public tout juste avant l'arrivée de la flamme. Et puis nous allons proposer aux habitants du territoire, aux sportifs, aux danseurs, aux amateurs, d'apprendre une petite danse. Et nous allons faire tous ensemble un flash mob, une espèce d'ode à la flamme. Donc je vous encourage à être vigilants sur les réseaux sociaux et à apprendre quelque part. A priori, ce sera signé Hervé Koubi, mais ce sera simple. Et puis nous aurons cette piste d'athlétisme dont vous a parlé Cyril, qui va à l'entrée du centre d'interprétation, qui va parcourir l'atrium et qui va justement accueillir la flamme. Nous remercions Gerflor qui est partenaire de ce projet
et le soutien, et nous espérons que ce sol, après, pourra être réutilisé et pourra être utile à une école. Voilà. Donc on a déjà des candidats, puisque l'idée aussi de cette éco-responsabilité au niveau des expositions, c'était pas les jeter. Donc là aussi, on a déjà des candidats d'une école à qui on va offrir le parvis avec les pistes d'athlétisme. Vous dire également qu'il y a déjà des groupes qui sont inscrits, qui sont déjà engagés, l'école de danse de Semur, le club de handball de Semur, on a des étudiants sans doute du STAPS, on a déjà pas mal de gens. Et l'idée, c'est d'avoir entre 150, 100, 150 personnes, amateurs, qui vont faire une ode à cette flamme. Et à ce titre, donc Hervé Koubi, qui va donc apprendre, comme l'a dit Mathilde, cette danse à la population, il nous fait un petit coucou parce qu'il est en tournée aux États-Unis, donc il nous a fait une petite capsule. Hervé Koubi, je vous laisse ce message. Bonjour, Hervé Koubi, je vous laisse ce message depuis l'aéroport de New York où nous sommes actuellement en tournée. Juste pour vous dire que nous sommes ravis d'être présents parmi vous le 12 juillet prochain pour le passage de la flamme olympique. Nous serons là avec une équipe de danseurs qui viennent du monde entier justement pour célébrer les valeurs de l'olympisme. Et puis, nous vous inviterons aussi à danser avec nous. Voilà, nous avons tout simplement hâte d'y être et d'être avec vous. À très bientôt. Voilà. Donc on a choisi Hervé parce que vous l'avez compris, c'est un chorégraphe qui est plein d'humanisme, qui travaille avec plein de populations, et je crois que c'était le candidat rêvé pour faire ce projet. Alors la tête et les jambes, nous travaillons aussi étroitement avec l'Université de Bourgogne et son laboratoire UMR Arteis, qui va proposer pendant toute la durée de l'exposition, donc entre le 23 mars et le 30 novembre, toute une série de conférences sur les jeux antiques. Et je vais passer la parole à Sabine Lefebvre, qui est directrice d'Arteis. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Mathilde. Merci à tous les journalistes qui sont présents. C'est toujours important quand on parle de recherche, qu'il y a un petit peu de monde qui nous écoute. Donc on est très content d'avoir été conviés aussi à participer à cette présentation. Alésia est pour le laboratoire Arteis un des pôles de travail importants, avec un partenariat qui existe depuis plusieurs années, en particulier avec le département, et je remercie le président Sauvadet de l'aide financière conséquente qu'il apporte à tout ce qui est fait à Alésia, avec la mairie d'Alésia également, et puis un partenariat qui est en cours de renouvellement avec le musée au parc, avec une envie commune de travailler aussi bien sur les aspects de recherche, mais aussi sur les aspects de valorisation, qui est un aspect auquel je tiens beaucoup au sein du laboratoire. Et nous prenons la suite de ce qui a pu être fait dans le cadre de la nouvelle muséographie qui a été inaugurée il y a quelques années. Il s'agit de proposer une expertise que nous avons depuis 1958, depuis le début des fouilles, et qui s'est beaucoup développée ces 30 dernières années, avec toute une série d'activités, et les dernières, ce sont les fouilles autour du monument de Poétis. Et donc dans ce cadre, lorsque nous avons commencé à parler du partenariat, j'ai proposé que des conférences émanant de mes collègues du laboratoire et de l'université puissent être proposées effectivement à partir du 23 mars, oui c'est ça, jusqu'au 30 novembre, donc 6 conférences autour des Jeux Olympiques antiques, puisque c'est notre spécialité au laboratoire, donc l'évocation de la naissance de ces Jeux, l'évocation du sanctuaire, qui évidemment est important avec l'entraînement des athlètes. Alors moi je ne suis pas sûre que je courrai dans l'allée sablée, mais en tout cas mes collègues évoqueront ces préparatifs, avec aussi des conférences sur les athlètes de l'Antiquité, comment ils étaient remerciés. Si Neymar et, je ne sais plus comment il s'appelle, le footballeur du Paris Saint-Germain, voilà, merci, sont des stars aujourd'hui dans l'Antiquité, les athlètes vainqueurs des Jeux Olympiques, c'était encore, je dirais, pire, et il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. L'évocation aussi des enjeux que pouvaient représenter les Jeux dans un cadre politique, autour de l'Empire romain et des voyages des empereurs, éventuellement, Néron qui a en quelque sorte confisqué les Jeux, il a tout gagné.
Je ne suis pas sûre qu'il ait été très brillant aux 100 mètres qui étaient évoqués tout à l'heure. Et puis la fin des Jeux dans le contexte du christianisme. Donc des conférences qui vont s'étirer dans le temps pendant toute la durée de l'exposition, de façon à rythmer aussi un certain nombre de moments. Nous avons choisi les dates justement en fonction de tout ça. Et je vois que moi je parle le 13 juillet, donc je suis ravie parce que ça va être le lendemain de la fin, donc je vais tout de suite aller réserver ma chambre d'hôtel. Voilà, et ces conférences seront aussi mises en valeur dans un carnet hypothèse que nous sommes en train d'ouvrir, donc qui va permettre d'évoquer un certain nombre de choses et éventuellement, j'en parlais il y a un instant avec le président Sauvadet, de ne pas laisser passer des fake news qui n'ont rien à faire dans le cadre des historiens. Donc on a prévu un certain nombre de petites choses, on vous tiendra évidemment au courant. Bravo. Je vous remercie. Bravo. Merci Sabine. Puisqu'on parle d'archéologie, je vais faire un petit clin d'œil à Sandra Verne, qui est dans les gradins de l'INRAP, pour dire que bien entendu, le Musée au Parc Alésia poursuit son partenariat avec l'INRAP, et nous allons présenter cette année l'archéocapsule qui s'appelle Homo Athleticus, qui raconte l'histoire du sport depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, dont les contenus ont été élaborés par Valérie Delac, qui est elle aussi, si je ne me trompe pas, rattachée à l'UMR Artéis, ou l'était en tout cas. Elle est archéologue à l'INRAP. Ah oui, alors elle doit être attachée. Voilà. J'ai pas la liste des Mais voilà. 200 personnes en tête, mais... Alors, un autre grand projet, on vous en a dit quelques mots avant, qui nous tient à cœur. On va appeler nos jeunes élus du conseil départemental des jeunes à nous rejoindre. Alors, c'est Karine du collège Camille Claudel à Chevigny-Saint-Sauveur et Léona du collège Rameau à Dijon. Alors, on ne va pas les faire trop parler parce que je crois qu'ils sont un peu anxieux de prendre la parole, mais en tout cas, ils vont symboliser le geste qu'on fait avec les collégiens cette année, donc les élèves de 6 collèges. Voilà, parmi nous, venez à côté de nous. Voilà. Les élèves de 6 collèges vont s'approprier les thèmes de l'exposition organisée au Musée au Parc. Donc vous avez compris, avec des thématiques. Chaque collège va choisir une thématique autour des disciplines ou la position des femmes dans l'olympisme, etc. Et donc 6 collèges, 6 modules d'exposition, 6 thématiques vont permettre aussi à ces collégiens de se familiariser avec les techniques d'exposition, avec la médiation, puisqu'ils vont pouvoir présenter ces expositions à leurs camarades, associer les parents également, projet d'établissement. Donc tout un travail qui a déjà commencé et ces galeries le Musée au Parc accompagne évidemment le projet, accompagne aussi la scénographie, aide les élèves dans la modalité de mise en œuvre et de mise en forme de ces expositions sur des temps d'inauguration qui seront situés entre le mois de mai et début juin. Et pour ce qui concerne le conseil départemental des jeunes, donc l'idée a été de leur proposer, alors ils ne le savent pas encore parce qu'on va les voir le ski, on est un petit peu en avance. On va leur proposer d'organiser, de reprendre tous les modules organisés sur les 6 collèges du département et de les rassembler dans un collège à Dijon pour là aussi accueillir l'ensemble des groupes scolaires sur un temps pré-olympique, pré-passage de la flamme. Et donc on aura également l'occasion, donc ils vont organiser, alors ils vont se familiariser aussi transport, Patricia, des œuvres, à des logistiques d'invitation, à la communication. Voilà, on leur fera sans doute rencontrer Fabrice et Florence à temps réel. Donc aussi, l'idée, c'était de leur apprendre à faire une exposition. Et puis, il y aura un dernier temps à l'invitation du président Sauvadet sur un temps de rassemblement de tous les acteurs de ce projet avec les élèves et les parents sur environ mi-juin. Donc on vous communiquera également le lieu de cette exposition et donc l'énumération des collèges. Alors les collèges, le collège Christiane Perceret à Semur-en-Auxois, le collège Saint-Joseph et le collège Carnot à Dijon, le collège Les Hauts-de-Paille à Échenon, le collège François Pompon à Saulieu, le collège Marcel Aimé de Marsanne-et-la-Côte. Vous remarquerez qu'on couvre quasiment tout le territoire de la Côte d'Or et qu'on rassemble des établissements privés et publics. Voilà. Et puis un remerciement à Delphine Chalet qui est nouvellement arrivée, donc c'est pratiquement son premier poste à Delphine et elle prend la responsabilité du portage de ce projet. Évidemment remercier les principaux des collèges, les professeurs référents, Céline Schmitt qui est parmi nous,
chargé de mission projet éducatif à l'inspection académique, et Mohamed Antar, référent du conseil départemental des jeunes au sein du cabinet du président Sauvadet, qui aussi accompagne ce projet pour ces jeunes. Voilà. Et sans oublier évidemment les directions, Frédéric Tréviot, qui est aussi parmi nous, qui est directeur du pôle solidarité, jeunesse, culture. Voilà, on a la chance d'avoir un directeur où aussi on couvre l'ensemble des disciplines, donc il accompagne aussi ce projet. On remercie aussi la région académique de Bourgogne-Franche-Comté qui soutient ce projet. Merci à toutes les deux. Merci. On parle un peu des temps des vacances. Voilà, maintenant on va parler des vacances. Donc, une petite nouveauté au Muséoparc Alésia cette année, nous allons faire des animations pendant toute la durée des vacances scolaires et non plus uniquement pendant notre zone de vacances. On a beaucoup de visiteurs parisiens qui attendaient, quand ils venaient au Muséoparc, des animations pour les adultes et les enfants. Donc on va enrichir notre programmation. Pendant toute la saison, évidemment, on va faire des allers et retours entre le sport et la culture. Donc bien entendu, il y aura toujours des visites et on va transmettre les contenus sur l'histoire d'Alésia et l'histoire des Jeux Olympiques aux visiteurs. On n'oublie pas quand même nos fondamentaux. Mais on va aussi proposer un certain nombre d'animations sportives aux visiteurs et notamment on va leur proposer de pratiquer certains sports antiques. Ils vont avoir 30 minutes pour découvrir un sport et s'entraîner, le lancer de javelot, le disque ou le saut en longueur. Marc, on t'attend pour le faire, bien entendu. Si ça ne te va pas, tu pourras t'entraîner au breakdance pendant les vacances de Pâques et faire du trampoline entre le 8 et 12 mai. Puisqu'entre le 8 et 12 mai, on aura un grand week-end trampoline où il y aura des ateliers et des spectacles de la compagnie Caille et de la compagnie Hors Surface. Vous avez vu quelques images dans le film, c'est absolument spectaculaire. Et enfin, la compagnie ACTA, qui est un des partenaires habituels du Muséoparc Alésia, sera présente entre le 15 et le 18 août pour vous montrer les expérimentations des pratiques sportives antiques. Une des autres nouveautés, ou du moins une nouveauté, mais on continue un petit peu, quelque chose qu'on a mis en place, on va essayer de mettre en place un rituel autour du feu. On aime beaucoup, pour la nuit des musées, faire un spectacle sur le feu. Et cette année, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu grandiose, avec Firefox, une société qui intervient beaucoup en Suisse, qui va mettre le feu raisonnablement à l'extérieur et entre les lignes de fortification, avec l'installation de 150 pots de feu et de structures. Et pour cette mise en lumière, nous allons associer les musiques locales avec les orchestres de Vito, Semur-en-Auxois, Montbard et Châtillon-sur-Seine, à peu près 150 musiciens qui viendront animer la soirée. Un des grands événements de l'été, ce sera bien entendu la guerre des Gaules. On retrouvera tous nos reconstituteurs le 13 et le 14 juillet, avec Sabine qui viendra faire une conférence. L'année dernière, tu veux peut-être en parler? Oui, l'an dernier, vous vous souvenez, on a été très très contents. Il y a eu plus de 3000 visiteurs sur cette période de reconstitution. Donc on va la monter un peu en puissance avec une nouvelle troupe, une troupe grecque. L'idée aussi, c'est de peut-être repenser des temps de parade et des temps de rencontre de ces reconstituteurs. Donc là aussi, on monte un peu en charge. Voilà, et on aura aussi plus de chevaux. On espère que cette année, ils ne feront pas que la guerre et on espérera que l'esprit olympique viendra vers eux, qu'il y aurait une sorte de trêve. Pendant l'été, il y aura aussi d'autres activités sur le champ de fouilles. Je vais proposer à Fabienne Creusenet de nous rejoindre pour nous parler du programme de fouilles du site d'Alésia. Merci Mathilde, merci Laurent, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je ne sais pas si l'archéologie est une forme de sport, en tout cas elle se pratique depuis fort longtemps sur le site d'Alésia, en tout cas sous les auspices et grâce à l'Université de Bourgogne. En 2020, on venait de finir la maquette 3D qui sert aujourd'hui à l'application pour les visiteurs. On avait reconstitué en 3D le centre monumental de la ville d'Alésia. On avait fini la fouille du sanctuaire d'Apollon Mauritius Gus et j'ai proposé à mon camarade, mon binôme Mathieu Ribollet, jeune docteur en archéologie, spécialisé en architecture et en décor architectural, de remonter un programme de fouilles sur le site, financé par le département, et qui nous a permis de nous intéresser, de nous réintéresser au centre monumental d'Alésia et à ses marges. On a commencé par un très vieux projet que j'avais, qui était de travailler sur la façade nord d'un monument emblématique d'Alésia, le monument dit du Quétis, maison de la confrérie des bronziers et des forgerons d'Alésia, connue par leur dieu, par des inscriptions, le dieu Quétis.
Et nous avons exploré cette façade nord pendant 3 années, pour des résultats fort intéressants sur l'urbanisme de ce secteur, sur les origines de l'occupation dans ce secteur qui était inconnu jusque-là, avec des carrières. Et dans ces carrières, pour les premières occupations, les rejets d'un banquet, un énorme banquet qui a dû permettre de réunir des milliers de mendiants, puisqu'on a mangé des dizaines de chevaux, de bœufs, d'animaux divers. Et ça nous a occupé pendant 3 années quand même de fouiller ce banquet, de le mettre en avant. Aujourd'hui, cette fouille est terminée. Et l'année dernière, en 2023, nous avons commencé à revenir, cette fois-ci en plein cœur de la place d'Alésia, en face, la façade nord du monument du Cuétis, pour explorer à nouveau ce grand ensemble de la place principale d'Alésia, avec ses monuments autour. Ce qu'on ne sait pas, c'est vraiment bien, on s'en est aperçu quand on a fait cette maquette 3D, quelle est vraiment la connexion entre des monuments pourtant très importants, entre le théâtre et le temple, entre le sanctuaire principal et la basilique, comment on communique de l'un à l'autre, comment les portiques autour de la place se raccrochent à la basilique civile, comment se termine ce monument du Cuétis. Et quand nous avons abordé la fouille en 2023, nous avions essentiellement une question, c'est où se termine ce grand forum, parce qu'on peut quand même l'appeler comme ça. On avait une image de René Goguet en 2003, où on voyait se dessiner un espèce de bâtiment qui semblait fermé, juste devant Cuétis, le forum. C'était bien en avant par rapport à ce qu'on connaissait, et c'était notre première question. Alors bien sûr, avec le patronage de la DRAC, nous avons implanté une grande tranchée de 40 mètres de long pour trouver ce bâtiment. Et je peux dire aujourd'hui que non, il n'y avait pas de bâtiment qui fermait à cet emplacement-là la place publique. Nous avons en revanche, dans la continuité de choses qui avaient déjà pu être observées, une épaisse stratigraphie de sol, de place et une rue que nous avons retrouvée, qui est une rue principale à Alésia, qui va d'est en ouest, qui traverse toute cette longue place, qui fait un carrefour avec une autre voie. Et nous avons donc là une séquence qui va des Gaulois jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ et qui va nous permettre de réexaminer tout ce dossier de l'urbanisme du centre de la ville. Alors, dans les semaines qui vont venir, selon la météo, il y aura une prospection radar qui va nous permettre de situer d'autres sondages, de compléter notre enquête, de la poursuivre. Et j'attends avec impatience 19 août où nous allons commencer à nouveau à réouvrir ce secteur. Nous aussi. Merci Sabine. Fabienne. Juste préciser que, comme d'habitude, les fouilleurs présenteront leurs travaux aux visiteurs du musée au parc tous les après-midi pendant les journées de fouilles et qu'il y aura une porte ouverte certainement pour les journées du patrimoine. Voilà. Merci. Alors, avant de mettre en place notre deuxième temps avec la table ronde des sportifs et Hervé, j'aimerais juste vous indiquer 2 petits points de conclusion, peut-être sur cette partie de programmation. Vous dire qu'on vient d'entamer un partenariat un peu inédit, vous l'avez sans doute vu à l'intérieur, donc avec la marque DS JMG Automobile, donc Monsieur Navarre qui est présent, donc c'est assez particulier puisque la marque DS a choisi le musée au parc comme ambassadeur de la marque DS. Donc, je rappelle que dans certaines publicités, on voit le Louvre, on voit les châteaux de la Loire, et aujourd'hui, maintenant, on a le musée au parc. Donc ça, c'est une grande satisfaction pour nous, outre le fait aussi qu'il nous aide dans l'accompagnement de la décarbonation de notre parc automobile, et pour ça, c'est extrêmement important. La visibilité du label Olympiade culturelle, vous l'aurez compris, est une chose très importante pour cette année. Et puis, on va avoir le plaisir d'accueillir aussi d'autres événements qui ne sont pas forcément inscrits dans le dossier de presse. La 3e édition de la Côte d'Or classique U19 organisée par la Pédale Saumuroise et le départ du contre-la-montre par équipe entre Musée au Parc Alésia et Vito se fera le 8 juin au Musée au Parc. Donc je salue la présence de notre champion cycliste, donc Monsieur Devecchi, qui est parmi nous, voilà, juste derrière le président. Ensuite, on accueillera les cyclistes du SCO, donc là aussi on a nos amis du SCO Dijon qui sont présents aujourd'hui. Pendant les vacances de printemps, on va accueillir tous les jeunes du SCO Dijon sur un stage cycliste
Et évidemment, ces jeunes, on leur a un peu imposé, mais ils y ont trouvé beaucoup de plaisir, le fait de participer à cette danse de la flamme. Donc on les retrouvera au mois de juillet. Et puis on aura le plaisir d'accueillir aussi leur soirée club partenaire le 4 avril au Muséoparc. Et puis vous aurez compris de nombreuses collaborations, notamment celle avec le lycée La Barotte de Châtillon-sur-Seine, qui a une démarche auprès de spectacles équestres. Donc là, ils nous ont sollicité, on va les accueillir, on va accueillir ce spectacle avec grand plaisir. Et je vous ai parlé du club sportif de Montbard sur les journées du patrimoine avec le Trail Alésia. Donc il y aura un grand rendez-vous sportif puisqu'on va fêter le sport en même temps que les journées du patrimoine, l'école de danse de Semur et puis les soirées cinéma. Puisqu'on va faire cinéma à Alésia et à chaque fois on associera le thème du film avec un club ou une fédération sportive. Voilà, donc on espère que cette programmation va être réussie, mais nous on n'a pas beaucoup de doutes. Remercie aussi l'équipe, une équipe motivée, infiniment enthousiasmante, parce que vous ne montez pas ce type de programmation sans avoir une équipe béton, d'enfer, pourrait dire Marc, je pense. Et je crois que, voilà, je voulais remercier l'ensemble des équipes du Muséoparc, c'est un travail quand même assez considérable. On va vers de la pluridisciplinarité pour des partenariats différents. J'en profite aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour remercier encore une fois l'équipe de Benoît Bécard, le jeune chef du Carnix. Je rappelle qu'au Carnix, 20 000 repas par an, 6 000 repas sur la période de l'été, donc il y a un travail considérable qui est fait, en plus des séminaires et de ce qui vous a concocté aujourd'hui, avec son challenge autour du 100% Côte d'Or. Voilà. Messieurs les sportifs, on vous accueille sur la table ronde. Oui. Quelques questions? Oui, alors on peut faire un temps de questions maintenant si vous voulez, puis après on enchaîne sur la table ronde des sportifs. Alors du coup Mathilde peut peut-être rester, et puis donc peut-être Zié peut venir, Hervé, Sacha, voilà, nous rejoindre pendant ce temps-là. On a évoqué là le renouveau du projet d'établissement, mais sur quelle période? Alors ce projet d'établissement, il est en finalisation sur la période 2024, et puis il se fera dans le cadre de la prochaine délégation de service public, signée sur une période de 5 ans. Là aussi c'est assez exceptionnel, puisque c'est la première fois que le conseil départemental, avec le soutien du président, va signer une délégation de service public aussi longue, justement pour nous permettre de poser le cadre des différentes actions du projet d'établissement. Je rappelle également, le président Frot l'a rappelé, qu'il y a la création d'un nouveau département à partir du mois de juillet, et que ce département archéologie et scientifique va développer ce qu'on appelle dans le jargon des établissements culturels un projet scientifique et culturel. Et là aussi, je salue l'accompagnement des services de la DRAC, des services de l'État qui sont extrêmement associés au projet, et ça c'est vraiment incroyable. Et puis évidemment une petite question budget, les préparatifs de cette année un peu exceptionnelle, est-ce que ça induit une mobilisation supérieure à la moyenne annuelle en termes de budget, d'animation et d'exposition temporaire? Non, le conseil départemental, je passe sur le couvert du président, mais a conforté, mais comme ça l'est depuis plusieurs années, sa participation financière. On a, vous l'avez compris, on est sans doute on a appris à établir un modèle économique un peu différent, on est peut-être plus agile d'un point de vue financier, vous voyez, on va chercher des véhicules auprès de nos partenaires marques, on cherche aussi des partenariats un peu différents, on se fait prêter du matériel, on s'en fait donner. On est en train d'établir, là c'est Thomas qui pilote, mais on a un projet autour du tourisme durable, donc ce qui veut dire aussi qu'il y a des partenariats qui vont s'engager, il y a des projets autour du numérique qui vont s'engager, et on va chercher beaucoup plus de cofinancement qu'avant. Donc on n'est pas dans une obligation de surenchère financière pour mettre en place l'ensemble de ces projets. On le fait avec pondération, et on le fait, la direction générale des services et le président nous invite aussi, en accord avec le conseil d'administration, à étaler aussi les projets. Et vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Et encore une fois, la participation, elle est importante. Donc, mais elle est confortée. Merci. Merci, bonjour, Michel Rognot, correspondant sport au bien public. Il y a quelques années, il y avait une exposition très très sympa au niveau d'Alésia, qui était centrée sur le coq, Gallus en latin, on est Focus Gallus avec les Jeux cette année, et on revient aux origines de la francophonie finalement.
Est-ce qu'il serait possible, est-ce que c'est compliqué de refaire cette exposition qui renvoyait finalement à beaucoup d'affiches sur le sport? Je me souviens d'un gant de boxe de Boutier surmonté d'une crête de coq. Je me souviens aussi dans cette exposition d'un tableau, et que le jour où je suis arrivé, il y avait un coq sans crête. Ça m'avait marqué. Alors après, je pense qu'à la fin de l'exposition, le coq a dû être terminé avec une crête. Mais je trouve que cette exposition, si ce serait vraiment d'actualité, avec aussi tout le côté cocardier, hein, on revient sur la terminologie du coq, sachant que le coq, c'est quand même un symbole de l'histoire de France, même si ça n'a jamais été écrit dans la Constitution, contrairement à l'aigle, hein, qui avait été choisi par Napoléon. Donc je pense que le Focus Gallus, ça pourrait être l'occasion de refaire cette expo, voire de l'exporter dans d'autres villes de la Côte d'Or, parce qu'elle avait vraiment été remarquable à Alésia. Alors, je ne sais pas si on renouvellera le thème du coq, puisque vous savez qu'en général, un programmateur d'exposition, il n'aime pas trop faire deux fois la même chose. Là, je passe sous le couvert de Mathilde, mais je pense qu'elle sera d'accord avec moi. Par contre, ce que vous soulignez, ce qui est intéressant, c'était cette exposition du coq, elle avait donné lieu à des partenariats avec le musée de Montbard, avec la ville de Semur. Et donc, c'est ce type de partenariat, en fait, de coproduction d'exposition avec d'autres lieux qu'on est en train d'étudier, puisqu'on va de nouveau rencontrer la direction générale de Gergovie, on va bientôt rencontrer de nouveau Bibracte, et un peu derrière notre tête, dans notre esprit, c'est de par la suite, on a notamment un projet pour 2026, et on aimerait que ce projet soit en coproduction, un peu comme ce que vous évoquez avec l'exposition du coq sur la France, en tout cas sur le réseau Bibracte-Gergovie, qui est aujourd'hui un axe assez cohérent, qu'il faut qu'on arrive aussi à conforter, qui a existé, et qu'il faut qu'on arrive à nourrir un peu une nouvelle fois. Voilà, cette fois-ci, je vais inviter les sportifs. Donc Marianne, Zier, Sacha. Alors Sacha, je ne l'ai encore pas vu, hein, mais donc on est en toute... voilà. Hervé, peut-être nous dire un mot. Donc une table ronde autour de sportifs. Ils vont aussi nous évoquer un peu leur discipline et leur... Alors, avant de présenter nos trois sportifs, je voudrais quand même dire un mot sur le lieu dans lequel vous vous trouvez, parce que centre d'expertise de la performance, je ne pense pas que ça parle à tout le monde. Donc ce lieu est un lieu de préparation de nos meilleurs sportifs locaux, il faut bien le dire, et même nationaux. Souvent, on a les équipes de France de ski qui viennent en stage l'été ici se préparer, mais on a la JDA, basket, handball, les garçons du handball, etc., etc. Mais c'est aussi un lieu de formation ici. C'est un lieu de formation des entraîneurs, des préparateurs physiques. Donc on est prestateur de formation et d'encadrement et d'entraînement pour les différents clubs locaux. Et vous avez parlé d'athlétisme, il va y avoir une piste d'athlé temporaire à Alésia. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on a invité des athlètes. Le campus universitaire, hein, c'est quand même un haut lieu du sport. On devrait même dire que l'UFR STAPS de Dijon, c'est l'unique réel organisme formateur des métiers du sport sur la localité. Hein, il y en a qui confondent des fois l'UFR STAPS et le CREPS. Non, il ne faut pas confondre, ça n'a rien à voir, même si on coopère de façon tout à fait amicale avec les gens du CREPS. D'accord? Mais non, le lieu de la formation dans tous les domaines de l'activité physique et sportive, mais aussi dans le domaine du management du sport, aussi dans le domaine de la pratique des activités physiques adaptées, c'est bien à l'UFR STAPS de Dijon que ça se passe. Voilà. Ici, c'est une école de formation, parce que nos jeunes, pour devenir bons, devenir des bons encadrants, des bons entraîneurs, des entraîneurs de niveau olympique, et on en a déjà beaucoup partout qu'on disséminé en France, il faut une vraie école d'application. Ça ne s'apprend pas seulement dans les cours théoriques, ça s'apprend par la pratique. Et d'ailleurs, je dois associer à cette école de formation aussi le Dijon Université Club,
qui a une emprise sur le campus, mais avec lequel on partage beaucoup de choses. D'ailleurs, ces deux athlètes sont du Dijon Université Club. Alors, je présente Sacha Cultru, un athlète international sur 800 mètres, et dont le projet, ces 4 années, s'est bâti sur les Jeux Olympiques de 2024. Ça ne sera pas facile, parce qu'il a le niveau de performance requis pour aller aux Jeux Olympiques. Mais il se trouve que cette année, en France, on va avoir 5 à 6 jeunes qui vont avoir le niveau de performance requis. On est, depuis les dernières, la meilleure nation sur 800 mètres. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Les Anglais nous dominaient largement, c'est le cas. Donc, ça va être très difficile d'aller aux Jeux Olympiques parce que non seulement il faudra avoir fait la performance, mais il faudra être dans les 3 meilleurs, les 3 seuls qui iront aux Jeux Olympiques. Voilà. Bon, Zié Konaté, qui est un sprinter dans la catégorie handisport, d'accord, que nous avons accueilli au Dijon Université Club, grâce à Yves Gatti, le directeur technique du Dijon Université Club, qui d'ailleurs s'occupe de lui à l'entraînement et aussi qui participera aux Jeux Olympiques de 2024 handisport. Et puis Marianne Assadi, parce que nos enseignants ont du talent, ici on a parlé de recherche tout à l'heure, eh bien, on a parlé d'excellence, on a parlé de valeur, oui, tout ça c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Alors Marianne Assadi, elle est juge internationale de gymnastique, elle a déjà participé comme... alors, il y a différentes façons de participer aux Jeux Olympiques quand vous êtes juge international de gymnastique, hein, vous êtes convoqué par le CIO, donc vous faites partie des 32 meilleurs juges du monde pour être convoqué, c'est les critères. Elle a participé donc dans ce cadre-là aux Jeux Olympiques de Rio. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Londres comme observatrice pour l'équipe de France et elle sait maintenant qu'elle participera aux Jeux Olympiques de 2024 en France. Voilà. Bon, on va leur poser des questions. On va leur poser un peu de questions. Donc, peut-être honneur aux dames, Marianne. Moi, j'avais envie de te poser la question de la première fois que tu as eu l'annonce de cette sélection à Rio. Quel souvenir tu en gardes? Alors, en fait, je suis quand même juge international depuis 1993 et c'est vrai que le parcours d'une carrière de juge international est très longue. Il faut, on va dire, un peu attendre son tour et arriver à faire une sélection pour que la Fédération internationale nous sélectionne sur des évaluations qu'elles nous font lors des championnats du monde et des coupes du monde. Et donc effectivement, quand on se retrouve sélectionné dans les 36 meilleures mondiales, eh bien on est... Voilà, on a un petit orgueil là qui revient, on est content, on est fier et c'est surtout voilà, quelque chose, on va dire, qui arrive dans l'aboutissement de tout ce qu'on peut faire, de toutes les contraintes et du temps qu'on donne, que ce soit à l'équipe de France ou dans le jugement international. Et donc c'est vraiment une récompense. Voilà, pour Rio, j'étais hyper contente, c'est sûr. Et Paris 2024, pour toi, ça a quelle coloration, quel sentiment? Eh ben, c'est d'autant meilleur parce que ça va être la fin de ma carrière, puisqu'après j'arrête et je ne repasserai pas d'examen. En fait, il faut savoir que nous, tous les 4 ans, nous sommes obligés de repasser un examen de juge international après chaque cycle olympique. Et bien, ça sera voilà, ma dernière grosse compétition et j'en suis très fière parce que nous ne nous limitons pas à juger, mais les juges... Je me mets tout. Voilà. Les juges en gymnastique, en fait, on ne travaille pas que... On n'est pas que sur l'arbitrage. Il faut bien comprendre qu'on travaille avec les entraîneurs et les gyms constamment, pour que tous les petits détails puissent être corrigés. Et c'est peut-être pour ça qu'en gymnastique féminine, je ne sais pas si vous avez vu, au championnat du monde dernièrement, les filles, l'équipe de filles a fait 3e.
Et ça, c'est un travail commun avec les entraîneurs et les gyms qu'on a, et on travaille en stage tout le temps. Là, pour vous expliquer, là, je pars du 10 février au 19 février aux États-Unis avec l'équipe de France pour travailler tout le temps avec elle. Voilà, donc c'est beaucoup de temps de disponibilité, voilà, pour pouvoir être à la recherche de la meilleure performance pour l'équipe de France pour les JO. Hervé, est-ce qu'il y a une question d'Hervé Assadi à Marianne Assadi, un peu particulière? Là, je vais un peu plus loin. Non, ça serait trop intime, hein. Donc on va pas faire... Sacha, alors, Hervé l'a dit, un peu de pression sur cette sélection de Paris 2024. Comment on se prépare? Comment on gère mentalement cette pression pour la sélection? C'est particulier, comme l'a dit Hervé, on a une génération qui est dorée, hein, on peut le dire, c'est jamais vu. La pression, comment on la gère? Bonne question. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais. On la gère pas, on l'oublie un peu, on se focalise un peu sur ce qu'on a à faire nous, essayer d'oublier ce que les autres font et se focaliser sur nous, nos performances, nos entraînements, notre quotidien, parce que mon quotidien c'est ça, hein, c'est courir, manger, dormir. Donc se focaliser sur soi et puis on verra si à la fin ça passe, mais en tout cas on fait tout avec Hervé, qui est mon entraîneur, il ne l'a pas dit, mais... Voilà, en fait tu as des liens avec chacun des sportifs. Au-delà d'être enseignant au STAPS, et plus que ça même, il est bénévole, tous les jours à l'entraînement avec moi, et pas qu'avec moi d'ailleurs, avec un bon groupe d'entraînement. Donc il faut quand même aussi souligner l'implication d'Hervé dans ce processus-là qui est quand même quelque chose d'important, et pour ça je le remercie, mais ça il le sait déjà. Donc voilà, c'est un tout, c'est un projet c'est un global, quoi, et Hervé en fait partie. Bravo. C'est gentil Sacha, mais je ne suis pas un cas particulier à l'UFR STAPS de Dijon. On a une grande partie de nos enseignants qui entraînent dans les clubs locaux, hein. Donc non, c'est pas un cas particulier, c'est plutôt un état d'esprit qu'il y a ici, hein. Donc voilà. Zié, raconte-nous un peu ton parcours. Bonsoir à tous, je suis Zié Koulaté, athlète international paralympique, je viens de la Côte d'Ivoire. Mes spécialités c'est le 100, 200, 400 et les 60 mètres. Je suis ici en France dans le but de préparer les Jeux de Paris 2024. Grâce à Yves Gatti qui est mon entraîneur, grâce à lui j'ai pu intégrer le club dijonnais, Dijon Université Club. Donc je suis là, ici en France pour les Jeux de Paris 2024. Et je vous assure que tout se passe bien avec le club, les collègues, ça va, tout se passe bien, la performance, ça va. C'est ce que je veux dire pour moi. Oui, parce qu'il y a déjà eu de bons résultats là, ces derniers temps. Oui, oui, le 6 janvier, j'ai été à Metz pour un meeting où j'ai pu faire mon record aux 60 mètres qui est le 7,46 et aux 200 mètres également. J'ai pu battre mon record extérieur en salle qui est de 24,36 aux 200 mètres. Donc c'est déjà pas mal pour une première fois en salle déjà. Voilà. Donc, ouais, très bien. Et pourquoi le sentiment des Jeux, dans ton esprit, quelle importance, quel impact, comment tu vois, je sais pas, tu ressens les choses? Bien, je ressens les choses, comment dire, moi dans ma tête déjà c'est... Pas trop de pression? Non, pas trop de pression, du moment où je suis dans un bon groupe, je suis bien intégré dans le club, déjà c'est ça, parce que j'ai quitté mon pays pour venir ici, c'était pas évident, mais au sein du club, ça va, tout se passe bien, je me sens comme chez moi, déjà c'est à féliciter.
Voilà, donc dans ma tête, il n'y a pas de pression, je m'entraîne et avec les bons coachs déjà. Et je crois bien que le reste, il faut juste garder la tête haute et puis se concentrer et puis voilà, ça va se faire. Bravo. Le message, c'est de la simplicité en fait, hein, de la pugnacité, parce qu'il faut y venir hein, tous les soirs à l'entraînement, voire 2 fois par jour hein, pour ces athlètes-là, et puis de la simplicité, quoi. Il a dit qu'il partageait sa vie entre s'entraîner, dormir, manger. Il fait quand même des études, il a quand même une licence en STAPS, maintenant un master en gestion. Non, c'est quand même, comme quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, je crois que c'est vous, non, des esprits saints dans des corps saints. Voilà. Bravo à eux. Je ne sais pas si vous avez quelques questions, mais ils restent avec nous bien évidemment. On va enchaîner avec le spectacle des acrobatistes qui va se situer juste en face, donc on va vous accompagner sur la salle d'en face et vous retrouver pour la petite partie collation parasite. Merci beaucoup.
ébahi devant les prestations parce que nos deux enseignants qui encadrent ces acrobatistes, faut savoir qu'ils renouvellent le spectacle tous les 2 ans, obligatoirement, parce que ce n'est pas une troupe professionnelle, mais bien une troupe d'étudiants. Vous voyez la difficulté d'arriver à avoir une certaine qualité, un certain niveau qui est reconnu dans le milieu, parce qu'ils font ça le comble à chaque fois. Mais c'est quand même ardu d'être obligé de renouveler sans arrêt avec des nouveaux étudiants. C'est quand même une sacrée tâche et je voulais les en remercier. Merci à eux d'être venus après leur cours, à la place d'un cours, ou en début de week-end. Donc voilà, c'est des anciens étudiants, des étudiants actuels, soit dans le cadre de leur spécialité cirque ou danse, ou dans le cadre des acrobatistes, qui est l'association qu'a présenté Hervé Assef. Donc merci à eux, bravo.